Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au CAE du Gard pour ce 4e café débat. Je me réjouis, comme à chaque fois, de votre présence, car votre intérêt, vos questions, vos observations sont toujours des sources d'inspiration et de motivation pour penser et agir en faveur de villes plus agréables. Merci beaucoup donc d'être ici. Nous allons débattre ce soir d'un sujet qui, bon, c'est un peu personnel, hein, mais qui me tient particulièrement à cœur en tant que président du CAE, intérêt pour de l'urbanisme, mais aussi conseiller départemental en charge du sport. Et donc, je lis ce soir les deux engagements prioritaires de ma charge élective au département. Alors que les effets néfastes de la sédentarité sont de plus en plus soulignés, il est important d'explorer comment créer des espaces qui encouragent et facilitent la mobilité et l'exercice physique, tant pour les activités qui rythment notre quotidien professionnel ou familial, que pour celles plus récréatives qui peuvent également l'embellir. Promouvoir les conditions d'un certain art de vivre, car c'est bien de cela dont il s'agit au fond, nécessite des infrastructures adaptées, une organisation cohérente et une dynamique locale qui peut, grâce à des pratiques plus collaboratives, parfois, pallier en partie l'absence de ressources financières suffisantes. Et aujourd'hui, pour les collectivités, c'est une question qui se pose vraiment. C'est en tout cas mon hypothèse. Pour évaluer ces conditions dans un environnement complexe où coexistent différentes formes de mobilité et faire de nos rues, nos places et autres espaces libres des lieux de convivialité et de bien-être, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir des acteurs engagés, gestionnaires de collectivités, professionnels de l'aménagement, universitaires, sportifs de haut niveau. Chacun poursuit dans son domaine et avec conviction un travail de fond pour promouvoir une qualité de vie dans les espaces publics, et j'ai donc l'honneur de vous présenter Gilles Namur, devant moi, maire adjoint de Grenoble, ville qui est leader en matière de pistes cyclables. Je sais que ça fera plaisir à certains ici, les pistes cyclables, dont la forte volonté politique a permis en quelques années d'accroître la part modale domicile-travail à un taux record en France. La réflexion sur les formes urbaines favorables à la pratique physique et sportive, pour le plus grand nombre, y est à la fois précise et globale, avec des projets qui s'étendent à l'agglomération et sont conçus pour une forte adaptation aux enjeux climatiques. Édouard Pastor, tout au fond, de l'agence Pastor Architecte, sportif donc de haut niveau, qui mène avec la même exigence un travail pour rendre accessible à toutes les formes de handicap. Plusieurs projets illustrent son travail, dont celui de la Cité universelle de Paris-Pantin. Spécialiste de la qualité d'usage pour des espaces urbains inclusifs, il a enseigné cette démarche à l'école d'architecture de Versailles et en est formateur auprès de différents publics. Enfin, Jérôme Bonnet, professeur et co-directeur de l'école d'urbanisme de Paris et géographe urbaniste de formation. Ses recherches portent, entre autres, sur les mobilités, les activités pédestres, les usages des espaces publics, et il intervient également auprès d'associations et de collectivités. Merci donc encore, messieurs, de votre contribution à cette réflexion. Vous avez répondu tous les trois très spontanément à l'invitation de notre CAE, en toute simplicité, et nous mesurons vraiment la chance de vous avoir ensemble parmi nous. Merci également aux équipes du CAUE, à son directeur, Stéphane Cartou, qui est au fond là-bas, à Pascal Bézard, qui a beaucoup travaillé pour ce café débat, à Thierry Baumet, Elina Romé qui sont là, Myriam Bouabdan. C'est une équipe qui œuvre pour le bien public, voilà, pour les services publics, et c'est une équipe qui travaille pour les communes, mais aussi pour les particuliers, et qui aide aussi à faire grandir des idées. Donc merci à vous tous encore de votre travail. Je laisse tout de suite la parole à M. Monet, dont le dictionnaire pluriel de la marche en ville qu'il a co-dirigé
vous est proposé en consultation car il fait partie des ouvrages de notre fonds documentaire. Monsieur Monet, la parole est à vous et bonne soirée à tout le monde. Je préfère me mettre debout et venir vous commenter cette carte de l'espace-temps de la marche en ville. Merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. J'ai été présenté comme universitaire, et donc on m'a demandé de faire la première intervention conçue comme une introduction, une contextualisation de la problématique de la marche en ville. Et donc j'ai décidé de la synthétiser autour de ce graphique où le temps est représenté du plus ancien en haut vers le plus récent en bas. Quant à l'espace, il est plutôt représenté par cette gradation. Et puis l'espace, lui, il est représenté dans des blocs de couleurs. Ce qui m'intéresse de montrer ici, c'est une inflexion fondamentale qui s'est produite, donc le résultat de recherches historiques qui ont été menées. Une inflexion fondamentale qui s'est produite au moment de la modernité. C'est évidemment une inflexion qui a pris du temps, mais en ce qui concerne la marche en ville, on va trouver son impact avec deux indices italiens, deux modes venus d'Italie, comme beaucoup de choses à l'époque de la Renaissance. Une mode qui est celle du jardin privé pour les élites, et de la naissance d'une pratique qui est de se promener dans le jardin. Et la naissance en français d'un mot, promenade, qui désigne, au moment où il apparaît, en même temps, l'action de se promener et le type d'espace qu'on aménage pour pouvoir s'y promener. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment de flottement. Chez Montaigne, il parle de son promenoir, ce qui est logique dans la construction des termes français avec le oir comme locatif, observatoire, dortoir, réfectoire, donc le promenoir, c'est l'endroit pour se promener. Mais en fait, ce qui va demeurer, c'est demeurer jusqu'à nos jours, c'est la promenade. Et en même temps, l'espace fabriqué pour la pratique. Donc ça, c'est intéressant, évidemment, le géographe urbaniste que je suis, c'est l'apparition conjointe, intrinsèquement liée d'une pratique et de son espace, d'un espace et de sa pratique. L'espace produisant des pratiques et les pratiques produisant des espaces. Là, il y a une sorte de cercle d'interdétermination, c'est ce qu'on appelle la production sociale de l'espace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que synchroniquement, en même temps qu'au XVIe siècle, les élites inventent une forme de marche, l'inventent socialement, comme une représentation d'une pratique idéale, une pratique à faire, et l'inventent spatialement, en fabriquant des espaces pour réaliser cette pratique. En même temps, on apporte une autre mode italienne, le carrosse. Le terme carrosse vient directement de l'italien. Et les élites commencent à considérer que c'est pas digne de se déplacer à pied en ville, il va falloir se déplacer en véhicule. Et ça, c'est ce que j'appelle une inflexion fondamentale, parce que cette division entre le déplacement en véhicule et le déplacement à pied, on a comme l'impression qu'on vit dedans, dans cet héritage. Alors le carrosse comme mode de déplacement intra-urbain, quand il naît, il n'a aucun avantage en termes de performance. Alors, absolument aucun. De toute façon, jusqu'au XIXe siècle, la vitesse moyenne en ville, c'est 4 km/h. Au mieux, pour tous les types de déplacements et de véhicules. C'est seulement l'introduction des véhicules motorisés fin 19e siècle, début 20e siècle, etc., où on va commencer à avoir des vitesses irréconciliables entre elles. Et donc, toute une organisation, notamment de la voirie, pour pouvoir permettre le déploiement de cette éventail de vitesse. Bon, ça nous intéressera pas dans l'immédiat, mais on va y revenir. Alors,
c'est le moment où je parle donc de cette distinction socio-spatiale entre pratique pédestre. Avec socio-spatial, je renvoie au caractère intrinsèquement lié de la pratique spatiale et de son déploiement spatial. Donc, ce que je mets en vert, c'est ce qui va relever de l'invention de la marche loisir, de l'invention d'une pratique, on va dire, bizarre de marche, puisque c'est la marche dont le but est de marcher. Elle n'a pas de destination, elle contient sa propre destination. On pourra la nuancer dans la mesure où, bien entendu, on va aller marcher dans des endroits propices à ce type de marche. Et le cas échéant, on prend sa voiture pour sortir de la ville et aller la garer près d'une forêt où on va pour marcher. Et de l'autre côté, alors, en même temps et nécessairement, on invente une marche qui ne devient plus que déplacement. Elle, son but, elle n'a pas d'autre valeur que la valeur de l'objectif qu'on a en accédant à pied. C'est sa performance pour arriver à une destination qui lui donne sa valeur. Et c'est bien entendu son drame dans la ville à partir du XVIe siècle, c'est que cette performance-là, c'est-à-dire le fait qu'elle donne accès à des choses qui intéressent les gens, c'est la seule chose qui justifie de déplacer, et bien cette performance-là ne va pas arrêter d'être mise en concurrence avec évidemment d'autres modes de déplacement. D'où cette distinction dichotomique fondamentale, avec, à partir du XVIIIe siècle surtout, donc la flexion est au extrême fin XVIe siècle, mais surtout début du XVIIe siècle, la mise en place d'administrations dédiées à cette distinction socio-spatiale. Donc on met en place l'administration de la voirie, et en même temps qu'on met en place l'administration de la voirie, on va mettre en place la division de la voirie pour y organiser des flux distincts les uns des autres. Et le symbole de ça, c'est le premier trottoir parisien, 1610, au moment où on construit le pont Neuf. On fait les premiers trottoirs depuis l'Antiquité romaine pour pouvoir avoir les piétons sur les côtés et pour laisser passer les véhicules au centre. Je vous rappelle que le pont Neuf il est construit pour relier le palais du Louvre à toute l'administration centrale de l'État naissant qui est sur l'île de la Cité. Et c'est le moment où donc, le roi ne plus censé se déplacer à pied ou à cheval, mais en carte. Donc, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, cette histoire de choses qui sont intrinsèquement liées, c'est, on va dire, un proto-fonctionnalisme, alors qu'à la voirie est assigné, disons, d'assurer cette fonction de déplacement, et en particulier de déplacement pédestre, entre autres, à la promenade, vont être assignés de plus en plus d'espace. Et en fait, l'histoire du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est l'histoire de la popularisation ce qu'on appellera beaucoup plus tard les espaces verts. C'est les parcs et jardins, initialement privés, effectivement, que des aristocrates, des élites ouvrent au public à des moments. Alors ça commence par des moments particuliers, les grandes fêtes, par exemple. Au moment de grandes fêtes, les aristocrates ouvrent leur jardin privé. C'est un peu comme les journées du patrimoine, si vous voulez, de l'époque. Et puis, à force de popularité, puisque, de fait, la population urbaine va effectivement adopter cette pratique de la promenade. Alors, on va l'étendre, elle va aller s'étendre, y compris des espaces, c'est pas forcément dessiné pour ça, ça va mettre une pression sur les quais, les fortifications qui sont à moitié abandonnées, où il y a des alignements d'arbres pour des raisons militaires, ou etc. Les canaux, où il y a des alignements d'arbres pour la consolidation des berges, deviennent des lieux de promenade et donc commencent à devoir transformer et éventuellement, comme c'est l'histoire des alamedas espagnols, finalement aménagés pour la promenade comme des espaces publics. Donc on a toute une évolution du jardin privé vers le parc public qui s'étend sur plusieurs siècles. Alors une inflexion importante, c'est quand toutes ces évolutions-là ne font pas encore des politiques urbaines. On va avoir des aménagements d'espaces verts, des aménagements de voiries. Et en fait, le moment où on peut considérer que va émerger une politique urbaine, c'est au XIXe siècle, avec cet objectif de moderniser la ville. C'est-à-dire cette fois, d'avoir une volonté consciente de la transformer, la ville existante,
en la modernisant. Et la moderniser, et ça c'est une des choses qui est frappante avec les espaces dont je viens de vous parler, c'est que par exemple le trottoir devient un emblème de la modernisation. C'est-à-dire que plus on arrive à installer des trottoirs, on étend les trottoirs, c'est on étend la modernisation. Alors je dis modernisation, hein, on est dans la modernité depuis plusieurs siècles, la modernisation tout le long du 19e siècle, donc d'abord la ville-centre, puis les faubourgs, et cette ville modernisée grignote les espaces urbains déjà existants et bien entendu accompagne la production de nouveaux espaces urbains. Ça vaut pour les trottoirs, qui sont un très fort emblème de modernisation, jusqu'à nos jours, puisque dans la question de la régularisation des quartiers informels dans les villes du Sud, ça reste un emblème de modernisation, l'arrivée de trottoirs, davantage d'ailleurs que l'installation d'espaces verts, parce qu'avec le zonage, désormais, l'urbanisation s'accompagne nécessairement de l'implantation d'espaces verts. Alors, entre-temps, donc au XIXe siècle, c'est pas encore les espaces verts qu'on aura dans les espaces nouvellement urbanisés, mais c'est le square public comme l'un des symboles de la ville bourgeoise, de la ville du bien-être, dont vous avez d'abondantes illustrations dans la gravure, la peinture, la littérature, etc. Alors au moment où on va avoir cette systématisation et de ce qu'on appellera après l'espace vert et ce qu'on appellera après l'infrastructure pédestre de circulation avec le trottoir, on émerge un hybride qui est le boulevard. C'est-à-dire un type de voirie, mais qu'on traite comme un jardin, un parc végétalisé et destiné à la promenade. Alors, ce qui est important avec les boulevards, c'est qu'il préfigure le fait qu'il y a un autre attracteur dans les déplacements, où va s'hybrider cette fonction de marche pour marcher et cette fonction de marcher pour atteindre une destination. C'est le lèche-vitrine. C'est le rapport au commerce que la marche entretient avec le commerce. Et donc, les boulevards, en fait, comme lieu hybride, à la fois de fonctionnel et de loisir, n'est-ce pas aménagés, enfin, ils seront aménagés pour renforcer cette fonction, mais c'est bien entendu le boulevard du crime, le boulevard des cabarets, le boulevard à l'extérieur des murailles où il y a tous les théâtres, etc. C'est bien entendu cette concentration de fonctions de loisirs qui va rendre le boulevard, en faire un espace très marché. Alors, il y a une ligne qui se crée ici, du boulevard, avec ensuite les passages commerçants, donc ça c'est en centre-ville, et puis les centres, leur équivalent, qui seront les centres commerciaux programmés dans les espaces périphériques, et puis la politique de piétonisation, qui jusqu'à ce jour est une politique qui est empreinte de centralité. Et là, c'est les centralités comme, touristiques, patrimoniales, commerciales, qui permettent, qui autorisent de piétoniser, c'est-à-dire de sortir de cette coexistence véhicule au centre, piéton sur les marges, pour mettre le piéton au centre dans des espaces intenses. Et bien sûr, les politiques de piétonisation se diffusent, elles se diffusent, mais si vous regardez bien, elles se diffusent toujours en respectant ce principe de centralité. C'est-à-dire que même désormais, si dans un village très périurbain, voire franchement dans le rural, on décide de piétoniser, ce qu'on piétonise, c'est la rue centrale du village. Ça entretient un rapport avec cette centralité. Donc, c'est pour ça que je mets piétonisation en centre-ville, mais ça ne concerne pas que les villes, cette piétonisation en centre-ville. Donc voilà un peu ce développement, avec côté, disons, de la marche-déplacement, ce qui va caractériser sa prise en charge par l'action publique au XXe siècle, c'est l'hégémonie de la question de la sécurité routière. Ça va déterminer tous les aménagements en faveur des piétons. Donc vous savez sans doute, vous êtes au courant, qu'une bonne partie des aménagements en faveur de la sécurité des piétons se fait au détriment de leur commodité.
vous connaissez, qu'on fait traverser 3 fois le piéton à un carrefour, pour garantir sa sécurité. Donc, évidemment, on l'invite à pirater le système, à tricher et à faire des traversées sauvages, parce que lui, il défend sa commodité. Mais en tout cas, retenez que cette prégnance de la question de sécurité routière dans les aménagements, dans l'organisation de l'espace. Alors, en fait, on a ce problème majeur de discontinuité. On a parlé du trottoir qui a été conçu dès le départ pour gérer un flux piéton sur un îlot. Et évidemment, le problème des trottoirs, c'est qu'ils sont nécessairement discontinus, puisque à la fin de l'îlot, il faut toujours traverser la chaussée. Donc, en principe, pendant le ça on a mis du temps, il y a quand même presque 3 siècles d'écart entre la réinvention moderne du trottoir et l'invention moderne du passage piéton, hein, quand même. Donc, c'est quand même un certain temps. Et ce passage piéton est censé, vous n'avez qu'à y réfléchir vous-même, est censé être un hybride de trottoir et de chaussée pour véhicules. C'est censé être le point partagé. Tout le monde considère que c'est de la chaussée sur laquelle, éventuellement, on permet de passer des piétons. On n'a jamais réussi, alors vous savez qu'il y a plein d'efforts à cet égard, avec ce qu'on appelle les trottoirs traversants. C'est cette idée que c'est le trottoir qui continue morphologiquement, et donc on va marquer le fait que c'est la voiture qui grimpe, le véhicule qui grimpe sur le trottoir quand elle le traverse. On est encore loin d'avoir réussi à construire cette représentation, même si ces trottoirs traversants se répandent. Mais peut-être bien parce qu'on ne travaille pas beaucoup les représentations. C'est pas du tout le degré de finesse sur les représentations, c'est de type campagne de communication de la sécurité routière. On est très très loin du degré de technicité des aménagements eux-mêmes. Alors, une autre chose quand même qui est très importante pour les piétons au XXe siècle, c'est l'invention de la séparation des flux, où on a pu concevoir des villes entières où il y avait, justement, on traitait le problème du croisement en abolissant les croisements. L'idée, c'est qu'on avait des circulations totalement séparées. Donc, alors c'est dans la cité Jardin, cette idée-là déjà, mais ça devient maximal dans l'urbanisme sur dalle. Dans l'urbanisme sur dalle, vous avez vraiment, chaque dalle, vous avez dédié à un type de circulation. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples de villes entières qui font de l'urbanisme sur dalle, et ce pas les mégapoles, évidemment. Allez voir Louvain-la-Neuve, ça vous donnera une idée, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples, en fait, à l'échelle urbanistique. En revanche, à l'échelle de bout d'infrastructure, c'est toute la tentation de régler le problème du croisement par les passerelles et les tunnels. Que dans toutes les études, absolument, alors il n'y a pas beaucoup de consensus dans la science, malgré tout ce qu'on prétend, mais s'il y en a un dans la science sur les piétons, c'est que tous les piétons détestent les traversées tunnels ou passerelles. Et donc, ils font avec elles ce qu'ils font avec les triples traversées piétonnes à niveau, c'est-à-dire ils les évitent. Voilà. Alors, où en est-on ? Dans les années 2000, on a parlé d'un renouveau de la marche en ville. Mais je voudrais insister sur le fait que ce renouveau, vous voyez, hein, j'essaye de construire une historicité pour montrer qu'elle a toujours été là, que c'est plutôt la question de sa forme et de la forme sous laquelle on l'a saisie qu'on devrait nous occuper et nous faire discuter. C'est désormais, en fait, il y a quelque chose du rapport aux véhicules individuels comme désormais perçus aussi par ces nuisances. C'est pas encore absolument dominant, mais c'est présent. Les nuisances sonores, l'insécurité routière, les nuisances atmosphériques, bien sûr. Et puis, dernière en date de toutes ces nuisances qu'on documente, la question de la sédentarité. Et ça rejoindra notre sujet sur les mobilités actives. Cette notion émerge parce qu'elle vient concrétiser toute une série d'enjeux. Dont celui, alors c'est assez intéressant de se dire comment ça nous permet de revisiter la question des mobilités, puisqu'on se dit, juste pendant plusieurs siècles, du point de vue de la mobilité, pas du point de vue des loisirs. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que pour la marche comme dissociation, ça veut dire que on a complètement naturalisé, donc on n'y réfléchit pas, on n'a pas besoin d'en parler, que
Nous recherchons l'effort quand il s'agit de marche loisir, dans toutes ses formes. Alors j'inclus le jogging dedans, la randonnée. On va avoir des représentations positives de l'effort sous certaines formes de la marche, alors que sous d'autres formes de la marche, on va chercher à minimiser l'effort, c'est-à-dire réduire les distances, éviter les escaliers, etc. Donc, on a réussi, comme humain, à être complètement dissocié de ce point de vue-là. On met toujours mettre un pied devant l'autre, mais le rapport à l'effort peut être radicalement opposé. Et alors, quand on parle de mobilité active, vous voyez qu'on est en train de venir quand même remettre en question ces organisations mentales qui classent les choses en les dissociant. Puisque on dit, ah oui, alors marcher, ça permet d'atteindre une destination, mais ça permet de dépenser des calories, ça permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, contre la dépression. Et puis depuis qu'on s'intéresse aux bienfaits de la mobilité active sur la santé, on n'arrête pas d'accumuler les avantages. Bon, ça peut être un peu se réconcilier à ce qui est notre passé sur presque 1 million d'années, hein, puisque finalement c'est à pied qu'on a colonisé toute la planète. Donc il y a des temps qu'on s'en rende compte que ça nous faisait du bien. Mais en attendant, il y a ce changement de paradigme, avec donc ces nouveaux objets qui viennent contribuer à la construction de nos représentations sociales et politiques des phénomènes. Alors, il y a la question de l'inclusivité. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, même sur une petite période, entre dans la production administrative de vocabulaire, l'accessibilité, il y a eu une réduction du sens du terme accessibilité à la problématique PMR, alors que, évidemment, le terme accessibilité dans le monde des transports, il ne renvoyait pas du tout à ça, d'ailleurs. C'était vraiment la question de la desserte. Et puis, finalement, le mot qui est en train de pointer maintenant, c'est la question de l'inclusivité, qui permet de considérer des catégories d'usagers vulnérables, marginalisés par le système de déplacement en particulier. Et ce qui est intéressant avec l'inclusivité, c'est qu'elle va au-delà des capacités, par exemple, physiques, puisque ça va inclure aussi les questions de sécurité pour un déplacement tranquille des femmes dans l'espace public. Donc voilà, on est sans arrêt, on voit bien dans l'action publique, en train de retravailler des termes qui vont réussir à rendre compte de quelque chose pour organiser. Alors il y a la question de l'intermodalité, elle est peut-être un peu en panne, malheureusement, sur la fonction. Pendant longtemps, la marche était considérée par les spécialistes des systèmes de transport non pas comme un élément fondamental du système, c'est-à-dire les rouages, mais quand même comme l'huile. C'est-à-dire que ces rouages, s'ils n'étaient pas huilés, le système ne marchait pas. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne descendez pas du train pour aller prendre le bus, ben, le système ne marche pas. Mais en même temps, on ne faisait rien vraiment pour ça. Enfin, c'était pas au centre, on comptait, en gros, c'était les marcheurs, les piétons, qui fournissaient l'huile au système. C'était pas, le système, il était chargé d'une offre de transport, et la marche ne faisait pas partie de l'offre de transport. Ça change un peu, pas beaucoup, enfin pas beaucoup. Et puis, du côté sécurité routière, alors, il y a la question devenue, très intéressante, devenue obsessionnelle, de la réduction des vitesses. Alors, là, la dissociation a été très forte pendant un demi-siècle, puisque l'objectif de réduction des vitesses, il est quand même apparu depuis longtemps, depuis les années 70, il a commencé à être affiché comme il faut réduire les vitesses. Mais en même temps, toutes nos représentations sociales et politiques continuent à considérer que la performance, elle, c'était si on arrivait à amener les gens le plus vite possible à destination. C'est-à-dire que la vitesse, donc on était dans une contradiction, la vitesse est mauvaise pour la sécurité, mais la vitesse fait ce qu'il y a de mieux quand même. Et ça est un peu en train de changer. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des valorisations de la lenteur. Alors, on n'y est pas encore. On y sera le jour où on arrêtera de parler de mobilité douce, qui est le faux-né de lente. Si vous y réfléchissez, c'est bien ça. Ça permet de dire douce, ça veut dire que les autres sont durs. Ça, c'est rapide. Donc vous voyez comment les représentations sociales évoluent avec ce genre de choses. Alors ce qui est évidemment le plus intéressant là, c'est pas seulement la réduction de la vitesse avec la zone 30, c'est vraiment un concept extrêmement difficile à comprendre. Alors, on a fait une petite enquête là-dessus et c'est
catastrophique l'hétérogénéité d'interprétation de ce qu'est la zone de rencontre dans les collectivités. Je crois qu'on en avait parlé dans notre briefing. C'est impressionnant, c'est tout et n'importe quoi. Et bon, alors, vu que j'essaie d'adopter une perspective systémique et historique, je me dis, bon, ben, c'est un peu normal, c'est une phase de transition, tâtonnement, est-ce qu'on s'entend bien sur ce qu'on est en train de dire? Ben, donc, c'est pas, d'un point de vue, disons, purement scientifique, c'est pas aberrant qu'on soit dans cette phase de tâtonnement et donc avec une appropriation très hétérogène, parce qu'évidemment, zone de rencontre, là, ça pose question, puisqu'en fait, ça nous fait repartir à la vie médiévale du point de vue de la façon dont on régulait la coexistence des usages. C'est pas avec de la plomberie qu'on régule la coexistence des usages. En gros, on vient contre 4 siècles de manière de réguler la coexistence en mettant chaque usage dans son tube et en étant embêté chaque fois que les tubes se croisent. Alors qu'avec la zone de rencontre, ben, on mélange tout et puis on dit que c'est les usagers qui vont se débrouiller. Après tout, on l'a fait avec l'intermodalité. On peut se dire, ben, les usagers, apparemment, ils ont réussi à faire fonctionner le système de transport en mettant de l'huile. Ils pourraient faire fonctionner des zones de rencontre. Mais il faudrait se donner les moyens de le faire. Ouais. Alors, voilà le balayage spatio-temporel qui concerne beaucoup la ville. Alors, je mets ici moderne, formelle, qui est pour beaucoup d'ailleurs la ville occidentale, où cet imaginaire de la formalisation, c'est l'imaginaire occidental, et ça s'est étendu dans le monde avec le reste des modes de faire occidentaux. Donc ça fait partie de l'occidentalisation du monde, cette façon de faire de la ville. Or, à ne jamais oublier qu'il en coexiste avec cette ville toujours une autre, que j'appelle ici la ville informelle ou invisibilisée, parce qu'elle est dans les marges ou dans les interstices, et elle va être présente tout le temps, d'une part, et elle est présente très inégalement dans le monde, aujourd'hui. Puisque si on parle de quartiers précaires, ils ne sont pas très étendus, les zones d'autoconstruction, elles sont tout à fait microscopiques, c'est des poches dans les villes occidentales riches, mais dans les villes du Sud, ce n'est pas des poches, on est en train de parler de bloc de ville avec 1 million d'habitants. Donc il faut imaginer que dans cette ville informelle ou invisibilisée, ce n'est pas une ville marginale au sens où elle ne serait qu'un reste, un truc dispersé, etc. Ça peut être très très important. Alors je l'illustre juste avec un point. Dans ces villes qui ont été largement autoconstruites, une bonne part de cette autoconstruction a fait que les voies de circulation interne ont été faites à la métrique pédestre. Or, tous les gens qui habitent ces quartiers-là, des millions de gens, on est en train de parler de millions de gens, ne rêvent que d'une chose, c'est de sortir de la pauvreté. Et pour eux, sortir de la pauvreté, c'est réussir à avoir des rues avec des trottoirs. Et nous, on pourrait être tenté aujourd'hui de leur dire mais non, mais vous devriez rester avec votre bidonville, parce que lui, c'est la ville durable. D'ailleurs, il a fait la preuve de sa durabilité dans le temps. Votre bidonville existe depuis très très longtemps, avec un très faible coût énergétique, avec un très bon bilan carbone, en recyclant tout là-dedans. Enfin, on pourrait leur faire la leçon, leur dire non, c'est vous qui avez la ville durable de l'avenir. On ne peut pas entendu ces discours, évidemment. Mais en revanche, moi, ce que ça m'inspire, c'est évidemment... qu'est-ce qu'on a encore à construire sur la place de la marche en ville dans les politiques urbaines à élaborer et qu'on s'applique à soi-même. De toute façon, c'est pas aller dire aux gens qui habitent dans des conditions difficiles de rester dans des conditions difficiles parce que c'est meilleur pour le bilan carbone de la planète. Mais c'est nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour utiliser la marche comme un outil pour habiter une ville qui aurait un meilleur bilan carbone, social. On retrouve les termes de l'inclusivité, la question de la pollution. Enfin, bon, j'espère que ce balayage de vous promener un peu dans tous les sens mais, aura servi.